Alors bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième version du webinaire Insérer un jeu dans une séquence pédagogique. Deuxième version puisque lors de notre séance avec des participants, on a eu un petit problème de son. Donc je souhaitais en fait recréer ce petit temps sans échange du coup, en tout cas ce petit temps de partage pour que vous puissiez avoir l'essentiel puisque vous étiez nombreux à demander de pouvoir participer et assister au replay. Donc je fais les présentations comme je l'avais fait mercredi. Hein. Donc Ségolène, moi je suis prof de SVT dans un collège de Loire-Atlantique à l'entrée de Saint-Nazaire, à Trignac exactement. C'est un collège REP et j'enseigne donc SVT, mais aussi physique-chimie au niveau des sixièmes. Et puis j'ai été accompagnée donc de Frédéric Richard, qui est aussi prof de SVT, dans un collège et lycée, dans l'académie de Metz-Nancy. J'espère que je dis pas de bêtises, Fred. Et donc, on est toutes les deux membres de la Team Ludens. Hein. Donc, la Team Ludens, c'est un collectif de profs de plusieurs disciplines, répartis un peu partout en France. Et ce qui nous rassemble, c'est le plaisir que l'on a de faire jouer nos élèves, de mettre nos élèves aux manettes des apprentissages de façon un peu plus large, puisque même si le jeu pédagogique, c'est ce qui nous rassemble, on aime de façon générale les pédagogies actives. Donc, dans le premier temps de ce webinaire, on avait proposé aux participants de recueillir leurs avis, à votre avis, par où il faut commencer quand on veut insérer un jeu dans une séquence pédagogique. Donc, on leur avait proposé un recueil de leurs représentations, de leurs idées. Et voilà donc ce qu'ils nous avaient proposé. Donc, en gros, hein, vous avez l'objectif pédagogique qui était revenu, identifier les besoins, les objectifs de la séance. Certains avaient parlé des règles du jeu, d'introduire le thème du jeu, choisir le type de jeu. Donc, c'était assez riche ce que vous aviez à proposer pour cette première étape pour insérer un jeu dans une séquence pédagogique. À la Team Ludens, on a partagé une ludofiche. Hein, c'est un outil tuto en une page qui s'appelle Insérer un jeu dans une séquence pédagogique, dans lequel on identifie les essentiels pour s'approprier cette pratique. Et nous, on a proposé deux éléments par lesquels il nous semblait intéressant de commencer. D'abord, d'identifier les notions et les compétences qui vont être développées par le jeu qu'on va utiliser. En fait, comme pour toute activité pédagogique, l'idée, c'est de commencer d'abord par qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos élèves, par quoi on veut, qu'est-ce qu'on veut, quelle est notre intention pédagogique réfléchie. Et donc, c'est par ça qu'on vous propose aussi de commencer quand vous voulez insérer un jeu. Commencez d'abord par identifier quels sont les éléments pédagogiques que vous voulez faire passer à vos élèves. On peut aussi réfléchir en termes de dynamique globale de la séquence pour varier les activités et les modalités en fait de ces activités. Vous savez bien, nos élèves sont vite lassés si on utilise toujours les mêmes formats. Donc, c'est intéressant de voir est-ce qu'on va plutôt privilégier quelque chose en groupe ou bien quelque chose en individuel. Est-ce qu'on va passer par du numérique ou plutôt avec du traditionnel déconnecté. Ensuite, on avait demandé aux participants à quelle place ils pensaient que le jeu pouvait s'insérer dans la séquence pédagogique. Voilà la réponse. On avait proposé plusieurs propositions. Hein, donc, ce qui a reporté le plus de suffrages, c'est remobiliser des connaissances ou des compétences. Et puis, s'entraîner, automatiser une tâche. Ensuite venait découvrir des notions et des compétences. Et un peu plus loin dans les préférences, donc faire du lien, faire un bilan, et puis enfin évaluer les acquis. Alors à la Team Ludens, on dit souvent qu'il n'y a pas vraiment de place en fait pour le jeu dans une séquence. Le jeu peut trouver en fait sa place à tous les moments de la séquence pédagogique. La seule petite réserve qu'on aura, c'est sur l'évaluation des compétences. On va l'évoquer un petit peu plus loin dans ce petit temps de partage. Donc le premier, donc remobiliser des connaissances. Là, c'est Frédéric qui vous avait présenté Panique à Poudlard. C'est un Geniali qui était utilisé, qu'elle utilise avec ses élèves pour remobiliser tout ce qui a déjà été vu en termes de classification des êtres vivants. Donc c'est un support vidéo, enfin un support numérique sous forme de Geniali qu'elle associe aussi avec une activité plus traditionnelle sous format papier. Et c'est comme ça qu'elle va réussir à remobiliser les connaissances de ses élèves. Donc c'est une forme d'escape game, hein, Panique à Poudlard. Et puis moi j'ai l'habitude de citer cet exemple parce que ça m'avait beaucoup amusé, puis ça m'avait un peu touché aussi.
j'ai un élève qui était venu, un élève de seconde, qui était venu aux portes ouvertes qu'on fait chaque année. Et c'est un élève que j'avais eu quand il était dans les petites classes, sixième, cinquième. Moi, je n'avais pas de grand jusqu'à maintenant. En tout cas, ces dernières années, hein. J'en ai déjà eu, hein, des plus grands, mais là, ça fait 4-5 ans que je n'ai que des sixièmes et des cinquièmes. Et il m'a dit en fait qu'il avait joué à un des jeux pédagogiques que j'avais créé avec son professeur de seconde. C'était le chemin de la reproduction que vous avez ici en image. Et en fait, moi, normalement, je l'utilise en classe à la fin d'un chapitre. Et là, son enseignante, elle avait décidé de s'en servir pour voir ce qu'il restait des connaissances censées être acquises au collège. Donc, elle s'en était vraiment servie pour remobiliser plusieurs années d'acquis en termes sur le chapitre de la reproduction. On peut utiliser donc le jeu en synthèse d'une activité. Donc là, Frédéric avait présenté un timeline qui permet d'avoir une ordre d'idée de l'échelle du vivant. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe du timeline. En fait, on retourne une première carte et il faut décider est-ce que qu'on pose devant soi. Il faut ensuite, chaque joueur a un petit lot de cartes devant lui. Et quand c'est à son tour de jouer, il faut choisir est-ce que la carte que l'on a, est-ce qu'il faut la placer avant ou après la carte qui est déjà posée. Donc donc là en l'occurrence est-ce que c'est plus petit ou est-ce que c'est plus grand. On peut aussi l'adapter pour des dates dans une chronologie. Et donc ça, elle s'en servait après une activité plus classique sur les différentes tailles de l'échelle du vivant, et donc pour vérifier que ça avait été compris, et puis pour clore un petit peu cette partie, elle avait utilisé ce timeline de l'échelle du vivant. En synthèse d'activité, moi j'aime bien utiliser le jeu qui s'appelle Énergie Jeu, qui est un jeu inspiré du Jungle Speed. Donc, vous voyez le totem, en fait, c'est une piscette, enfin c'est un compte-gouttes. Moi, je l'utilise après que les élèves aient identifié les différentes formes d'énergie. Ils doivent faire ce petit jeu, et puis on a travaillé aussi sur la conversion de l'énergie. Ils doivent faire ce petit jeu qui leur permet de vraiment revoir les différentes formes d'énergie qui ont été évoquées, et puis de bien maîtriser ce que c'était qu'un convertisseur d'énergie. Donc ça marche bien aussi en synthèse. On peut se servir du jeu pour découvrir des notions. Donc là, par exemple, c'est le cas d'un jeu de cette famille, hein, que Frédéric a créé avec d'autres membres du groupe Pédagogie active en sciences. C'est un set famille sur les ressources naturelles. Et donc, en fait, les élèves en jouant au jeu de cette famille, ils vont pouvoir découvrir dans chaque famille de ressources quelles sont les ressources disponibles. Et ça va leur permettre de découvrir quelque chose qu'ils avaient, pour certains, pas encore vu. C'est assez intéressant aussi pour découvrir des notions, d'utiliser l'escape game. Je trouve que ça marche vraiment bien en sciences, puisque au niveau des énigmes, en fait, on peut faire passer des informations qui vont permettre à l'élève de s'approprier, de découvrir des choses qui n'ont pas encore été traitées en classe. On peut aussi utiliser le jeu donc pour faire du lien, faire une synthèse pas d'une activité du coup, mais vraiment de la séquence en elle-même. Ici, c'est encore un jeu de cette famille, mais associé avec une activité leçon à manipuler autour du climat que Frédéric a créé. Et ça va permettre vraiment de faire tout le bilan de ce chapitre autour du climat vu en cinquième, enfin en cycle 4 en sciences. Donc, à l'issue, en plus du jeu, les élèves vont avoir une petite activité à manipuler. Ils vont avoir des étiquettes à replacer pour repérer les différents climats sur Terre. Donc là, c'est intéressant pour vraiment reprendre tout ce qui a été vu dans ce chapitre. Moi, pour faire du lien, j'utilise Défifleur. Défifleur, c'est un jeu coopératif inspiré d'un jeu qui s'appelle Mon premier verger. C'est un jeu pour enfants, un des jeux ABBA. Les jeux ABBA sont assez bien faits. Et le but du jeu, ça va être de reconstituer la fleur. Vous voyez, il y a des petites différentes parties de la fleur. Il va falloir reconstituer la fleur avant que le sablier n'ait fait le tour du cycle de vie. Donc il y a un lancer de dés, et soit on fait avancer le sablier dans le cycle de vie de la plante, soit on récupère on a la possibilité de récupérer un morceau de la fleur, et pour récupérer, il faut répondre bien à une question. Et c'est un jeu coopératif puisque les élèves peuvent se concerter pour trouver la bonne réponse. On peut aussi utiliser le jeu pour réviser. Donc par exemple là, Frédéric avait présenté 2 jeux qu'elle utilise avec ses élèves. Donc d'abord, il y a un triomino. Donc là, c'est intéressant le triomino parce que il y a plus de possibilités qu'avec le domino, hein.
Et vous avez aussi le jeu Au brevet qui a été créé par Lucie, qui est un jeu vraiment où on révise tout le programme avant le brevet. C'est un peu comme un peu une variante du jeu de loi, mais voilà. Et puis en dessous, vous avez plusieurs exemples d'un jeu, enfin d'un exerciser numérique qui s'appelle WordWall. Et cet exerciser, l'avantage, c'est que c'est très facile à créer des jeux et ça ressemble vraiment à des tout petits jeux vidéo. Et les élèves sont très adeptes de ça. Moi, je m'en sers à la fin de chaque chapitre. En fait, je propose enfin plusieurs petits word walls sur les éléments essentiels du cours. Et en plus, il y a un tableau des scores, donc ils veulent être les premiers, donc ils refont, et c'est vraiment aidant pour la mémorisation. Donc là, je vous en ai mis deux. Vous avez celui avec les petits ballons, donc il faut éclater le ballon pour faire tomber la caisse dans le bon wagon. Et à droite, c'est un tap-taupe. Il faut taper les taupes qui donnent les bonnes réponses. Alors, WordWall, il y a une version, il y a 5 jeux qu'on peut créer en version gratuite. Et sinon, après, c'est payant. Alors, c'est pas très cher, hein, c'est quelques euros par mois. Mais sinon, il y a une banque de jeux aussi gratuite dans lequel on peut peut-être retrouver le jeu qui nous convient. Un autre exerciser aussi assez ludique et gratuit, cette fois-ci, complètement gratuit, c'est Learning Apps. Et dans Learning Apps, il y a deux activités qui sont assez ludiques. Il y a le Qui veut gagner des millions, et puis il y a la course de chevaux aussi qui marche bien. Alors, on a beaucoup insisté avec Frédéric sur l'importance du débriefing quand on insère un jeu dans une séquence. Puisqu'en fait, comme n'importe quelle activité en fait que vous allez utiliser avec vos élèves, si vous prenez pas le temps en fait d'extraire ce qui était important dans l'activité et ce qui va servir de trace écrite ou de bilan, enfin peu importe comment vous fonctionnez, en tout cas c'est une étape qui est indispensable pour obtenir un savoir décontextualisé et pour institutionnaliser en fait les connaissances. Eric Sanchez, qui a écrit beaucoup sur le jeu pédagogique, dit que apprendre en jouant, en fait, c'est une expression qui est trompeuse. Et lui, il dit qu'on n'apprend pas pendant qu'on joue, en fait. On apprend quand on revient sur cette expérience de jeu. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et sans le débriefing, en fait, on perd vraiment l'efficacité du jeu pédagogique. Donc, pour institutionnaliser, on a aussi créé une ludofiche avec la Team Ludens, hein, qui vous rappelle les essentiels sur comment on peut mener ce débriefing et à quoi il sert. Vous pourrez cliquer hein, pour accéder à, à la version agrandie de cette ludofiche. Pour le débriefing, on peut le mener de différentes manières. On peut, par exemple, réaliser une carte mentale avec les élèves à l'issue du jeu pour repérer les éléments importants. C'est quelque chose qui marche bien, par exemple, quand on fait un escape game. On peut reprendre les différents éléments des énigmes à résoudre et puis faire du lien ensuite au tableau avec des flèches. Et puis, il suffit de faire une capture d'écran ou prendre en photo le tableau. Et puis, ça peut servir de trace écrite pour le jeu. On peut utiliser des captures d'écran ou des photos du jeu. Ça peut permettre de faire parler les élèves sur ce qu'ils ont compris, ce qu'il fallait retenir des différents éléments. Je m'en sers beaucoup après certains jeux numériques et notamment après le jardin dont vous êtes le héros. C'est un petit jeu où les élèves doivent transformer un jardin pour favoriser la biodiversité qui y règne. Et le débriefing du jeu, ce sont des captures d'écran de l'application puisque c'est un jeu inspiré du Unlock qui est fait avec l'application Serious Escape Cards. Hein, donc c'est une sorte d'escape game avec des cartes, si vous voulez. Et moi, je l'ai détourné un petit peu puisque j'en ai fait plutôt une histoire dont on est le héros. Et en fait, les élèves sont confrontés à différents choix. Par exemple, ils doivent ils doivent remplacer la haie et donc ils peuvent mettre un grillage ou bien une haie classique ou bien une haie qui produit des fruits et donc ils doivent faire des choix et ça leur apporte plus ou moins de points de biodiversité. Et donc le débriefing, j'ai pris des captures d'écran de ce que dit l'application quand ils ont réalisé une action et ils doivent à nouveau les retrier en disant bah, ça c'est favorable à la biodiversité et ça c'est défavorable à la biodiversité. S'ils ont besoin d'aide, ils ont vraiment le détail de ce que l'application a donné comme information. S'ils se souviennent plus, par exemple, est-ce que je sais pas, labourer le sol c'est positif ou pas, est-ce que construire des hôtels à insectes c'est positif, ils ont derrière le détail de ce que l'application affiche. Ça peut être une autre façon de débriefer. On peut utiliser aussi le set de table. Alors ça, c'est une activité que je n'utilise pas, mais qui, je trouve, est assez pertinente et aussi qui favorise la dimension sociale du jeu, puisqu'il va y avoir
c'est-à-dire qu'on va garder cette dimension sociale aussi pendant le débriefing, puisque les élèves, en fait, vous avez une feuille comme ça qui est posée sur la table. Chaque élève a un coin du set de table sur lequel il écrit ce qu'il pense avoir retenu du jeu, ce qui était important, ce qu'il a vécu, ce qu'il en a pensé. Et puis au milieu, on fait une petite synthèse. Donc là, les élèves vont devoir échanger ensemble, partager leur analyse, parfois peut-être les contradictions ou les points de désaccord. Donc ça prolonge un petit peu l'expérience coopérative du jeu. Et puis l'autre possibilité pour débriefer, alors il y en a plein d'autres, hein, mais parmi celles qu'on vous proposait, c'était d'utiliser les débrief cards. Ce sont des cartes qui ont été spécialement créées pour débriefer des jeux avec une immersion importante. Ces cartes, elles permettent à la fois de revenir sur les émotions qu'ont vécu les joueurs sur les connaissances et les compétences qui ont été travaillées dans le jeu. C'est pas mal à utiliser après les escape games ou après les jeux où, vous voyez, les élèves, ils vont avoir tout de suite envie de parler de l'expérience de jeu parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été véhiculées dans le jeu. Euh, ça permet déjà voilà, on pose tout le monde, on dit ce qu'on a ressenti, et puis ensuite on va extraire du jeu ce qui était important. Le débriefing, il a aussi un intérêt puisqu'il permet à des élèves, enfin à tous les élèves, d'avoir le même niveau d'information sur le jeu, parce que parfois certains ne vont pas avoir fait toutes les étapes dans le jeu, ou ne vont pas avoir résolu toutes les énigmes, par exemple, si on prend le cas d'un escape game. Donc, ou dans un jeu de cette famille, par exemple, si ce n'est pas l'élève qui a eu la famille, enfin, il va pas avoir reconstitué toutes les familles, ou alors il est très fort et il a mis Fanny tous les autres. Mais sinon, ça va lui permettre de revenir sur une famille qu'il a peut-être pas constituée lui-même et pour lequel il va peut-être manquer un petit peu d'informations. Pour vous aider à vous lancer, si vous voulez utiliser le jeu pédagogique en classe, à la suite de la ludofiche insérer un jeu dans une séquence pédagogique, on vous propose ce petit outil que vous avez différents formats en version PDF ou en version modifiable, qui va vous permettre en fait de vous guider avant d'intégrer le jeu dans la séquence. Donc ça vous permettra de reprendre étape par étape les choses à penser ou à anticiper avant d'insérer le jeu. Donc évidemment, la première étape dont on a parlé tout à l'heure, hein, ça va être par quelles compétences ou quelles connaissances, quelles notions vont être travaillées par le jeu. Ensuite, à quelle place dans la séquence vous allez le placer? Est-ce que ce sera pour remobiliser ou pas? Et quel lien vous allez faire avec les autres activités de la séquence? Les modalités du jeu, très important. Comment vous allez organiser la classe? Est-ce que tous les élèves vont jouer en même temps? Si oui, il faudra prévoir autant de jeux que de groupes d'élèves. Donc ça veut dire en groupe, mais ils sont combien par groupe? Vous allez faire des groupes, des petits, des grands, en fonction du type de jeu. C'est important de savoir le nombre de joueurs. Est-ce que vous allez laisser découvrir les règles du jeu ou pas? Est-ce que vous allez partager les règles du jeu pour tout le monde en même temps? Est-ce que le débriefing va se faire par groupe ou est-ce que le débriefing va se faire en commun? Voilà les éléments suivants, hein, à prendre en compte. Dans les règles du jeu, c'est aussi important de savoir les formuler en quelques mots. Vous allez voir que c'est pas toujours facile d'expliquer un jeu. Parfois, on peut faire une fausse partie au tableau ou avec un élève à côté de soi devant les autres. Ça permet de montrer comment procéder. C'est plus facile pour certains élèves pour qui la règle du jeu peut être un peu compliquée. Personnellement, j'ai fait le choix de garder la règle du jeu sous format écrit que mes élèves vont commencer par lire et ensuite je leur explique, puisque si on retire toujours l'écrit, à la fin il y en a plus et donc moins ils lisent, moins ils sont à l'aise avec la lecture et voilà, ça peut être important selon moi de laisser cette étape de je lis d'abord et puis ensuite on vient compléter ce que j'ai compris par des explications orales ou vidéo. Alors, on voulait aussi vous proposer des ressources dans ce webinaire et notamment des exemples de jeux pédagogiques. Et pour ça, on vous met à disposition le calendrier pour aller de l'avant. Donc, c'est le calendrier qu'on a fait pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et le thème de ce calendrier, c'est donc des jeux classiques aux jeux pédagogiques. En fait, on vous propose chaque jour de découvrir un grand classique et de voir comment on l'a transformé et comment on a réussi à en faire un jeu pédagogique. Ces grands classiques vont être déclinés en plusieurs disciplines, puisque en fait, on a mis tous les jeux que l'on a créés dans les disciplines qui sont les nôtres. Donc là, avec Fred, nous, on est en SVT et en sciences. Mais il y a aussi d'autres membres de la Team Dance dans d'autres disciplines. Donc, on a du monde en anglais, on a du monde, donc Charlie par exemple, en anglais.
On a à ce moment-là, on avait en langue, on n'avait que Charlie. En histoire-géographie, en lettres, en construction mécanique. Je crois que ce sont les différents enseignants qui ont contribué à ce calendrier pour aller de l'avant, qui a maintenant 1 an et demi. Donc, entre-temps, il y a d'autres membres qui nous ont rejoints dans la team Ludens. Et donc, en cliquant sur les différentes disciplines, vous allez avoir accès aux jeux que vous pourrez consulter, qui pourra peut-être vous inspirer, j'espère. Vous verrez comment nous, on a transformé ces jeux, ces grands classiques en jeux pédagogiques. Et puis, si le jeu vous intéresse, si c'est dans votre discipline, vous pourrez même l'imprimer ou l'utiliser directement si c'est un jeu numérique. Puisque, en fait, dans la team Ludens, on partage nos jeux avec une licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez les utiliser sans souci dès l'instant où vous citez les auteurs. Donc, n'hésitez pas à les parcourir. Hein. Donc, alors là, je vous ai mis une capture d'écran du jeu de cette famille, hein, mais il y a, je sais pas, la bataille navale, Puissance 4, le Time's Up, hein, le petit chouchou de la team Ludens, le Memory, les Double. Enfin voilà, il y a plein de jeux grands classiques qu'on a détournés. Et puis donc pour nous retrouver, vous pouvez profiter de la dernière diapositive hein, pour nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. Hein, donc on a un groupe Facebook qui s'appelle donc Team Ludens, mettre les élèves aux manettes des apprentissages. C'est un groupe dans lequel vous pouvez partager des ressources ou solliciter un avis, poser des questions. Il y a il y a beaucoup de membres qui vont vous répondre. Il n'y a pas que les membres de la team Ludens, puisque en fait tous les membres de ce groupe peuvent vous répondre. Donc vous trouverez peut-être des personnes dans la discipline dans laquelle vous êtes qui n'est pas représentée au sein de la team Ludens. On est sur LinkedIn, on est aussi sur Twitter. Vous pourrez nous suivre. N'hésitez pas si vous avez fait des productions ou si vous avez des questions à nous les adresser sur notre boîte mail, hein, teamludens@gmail.com. On est toujours content d'avoir des retours suite à nos webinaires ou aux ludateliers si on a pu inspirer ou si ça a suscité des réflexions de votre côté. Donc n'hésitez pas, ou même directement sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas à nous faire un retour. On apprécie beaucoup. Ça donne du sens aussi à ce qu'on fait, puisque en fait, voilà, on met à disposition des ressources, un accompagnement pour développer les pédagogies actives. Donc, quand on voit qu'on a semé une petite graine, c'est toujours intéressant pour nous. Il y avait eu plusieurs questions qui nous avaient été posées dans ce webinaire. La question du bruit pédagogique, enfin du bruit que ça peut occasionner, comment on régule le bruit et puis comment on permet aux élèves de revenir concentrés pour le débriefing. C'est vrai que parfois ils sont à fond dans le jeu et c'est un petit peu difficile de les recanaliser. Pendant le jeu, il faut pas hésiter aussi à leur rappeler que bon, on est en train de jouer, mais c'est une activité scolaire qui rentre dans un cadre scolaire. S'il y a d'autres élèves, par exemple, à côté qui sont en train de travailler, si tous les élèves ne jouent pas en même temps, de respecter le travail des camarades en essayant de faire attention au bruit. Par contre, si tous les élèves jouent en même temps, la question du bruit est moins gênante, me semble-t-il. Après, on a chacun nos seuils de tolérance au bruit. Donc, n'hésitez pas à utiliser des outils externes, par exemple vous savez, des indicateurs du volume sonore qui peut sonner, par exemple, si c'est vraiment trop élevé. Et puis pour les refocaliser, je pense que ce temps, ils ont besoin en fait de s'exprimer après le jeu. Et donc vraiment ce temps de recueillir les émotions des joueurs est important pour pouvoir ensuite passer au débriefing des connaissances ou des compétences. Donc ne pas négliger ce temps-là. Ils ont besoin en fait de raconter le jeu parce que c'est que ça leur a plu. Ils étaient vraiment pris au jeu et donc ils ont besoin de ce petit temps de retour au calme, de retour à quelque chose de plus posé ensuite. Voilà pour la question qui me revient là, ou sur laquelle on avait vraiment échangé. Il y avait peu de questions pour ce webinaire. On avait dû être assez clair avec Frédéric. Et puis, n'hésitez pas si d'autres questions vous viennent en ayant visionné ce replay, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour nous poser toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.